Bonjour à tous. Merci Léonard, merci à la Maïf et au groupe Vive de m'avoir invité. Effectivement, rapidement, mes missions. Donc, je suis enseignante spécialisée au sein d'un RASED, donc enseignante spécialisée à dominante pédagogique. J'ai pour mission d'accompagner des élèves dans le mieux lire, mieux écrire, mieux parler, mieux compter. Donc la thématique besoins spécifiques, inclusion et interculturalité. On a tout à fait, il a été rappelé à juste titre tout ce qui concerne l'inclusion. Donc je vous propose de partir directement en voyage maintenant, comme l'a indiqué Léonard, sachant que je suis chronométrée, donc ce sera plutôt un voyage en Boeing. Tu me feras un petit signe pour les 5 minutes restantes, je remettrai 10 minutes. Non. Alors, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui facilite l'inclusion des élèves qui viennent d'ailleurs ou les enfants des enfants des parents qui viennent d'ailleurs? Comment faire pour que ces élèves soient en réussite? Ça, c'est la grande question, la réussite. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Eh bien, pour aborder cette question, je vous propose un petit voyage, justement, avec Ahmed. Ahmed, c'est un enfant de grande section qui a des difficultés. La maîtresse va donc demander à rencontrer les parents d'Ahmed et avoir un échange avec elle pour pouvoir faire ensuite une demande auprès de nous au sein du RASED. Et dans ce cadre-là, je vais rencontrer les parents, le papa d'Ahmed. Et nous avons une discussion sur la démarche de l'enseignante qui évoque les difficultés d'Ahmed. Et le papa me dit, mais moi, je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Là, je ne comprends pas la maîtresse. Elle me parle de réussite, mais c'est quoi la réussite? Et donc, je souris, effectivement. Quelle est votre réussite? Quelle est la réussite selon vous, selon moi, selon ce papa? Et je lui dis que je ne comprends pas tout. Je lui demande de préciser son propos. Et il me dit, mais ce matin, je suis arrivée en avance à l'école, parce que c'est important d'arriver bien à l'heure. Et j'ai vu la maîtresse revenir à sa voiture et, pour prendre des affaires. Et le papa me dit, mais la maîtresse, elle a une Clio. Alors, pour ce papa qui travaille 16 heures par jour, en tout cas, la réussite, c'est d'être de pouvoir apporter un confort aussi matériel à sa famille, pas seulement, mais en tout cas, ce n'est pas d'avoir une Clio. Alors, évidemment, je ne lui ai pas dit quelle voiture j'avais. Vous considérerez peut-être que avec ma Seat Ibiza 3 portes, j'ai manqué à mon devoir de réussite. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais en même temps, on voit bien que on n'a pas tous les mêmes représentations. Je vous invite vraiment, alors on va pas pouvoir répondre, chacun ne va pas pouvoir répondre là, mais qu'est-ce que ça représente pour vous la réussite? Est-ce que c'est une réussite scolaire, sociale? Qu'est-ce que ça signifie? Moi j'ai une Seat Ibiza, cette maîtresse a une Clio. Bon, c'est vraiment intéressant de comprendre les mots et le langage en fait qui est employé là justement dans cette rencontre avec le parent. Je crois qu'en Slovénie d'ailleurs c'est un grand signe de réussite sociale, par exemple d'avoir un beau véhicule. Il n'y a pas à juger de ça en fait. On va continuer le petit voyage avec Mustapha. Mustapha que j'accueille dans un petit groupe pour travailler surtout sur l'amélioration de la lecture. Et Mustapha, quand je viens le chercher en classe, il est comme ça. Donc il porte un peu la misère du monde sur lui. Ou quand je lui demande ça va, non, ça va pas. Donc il peut m'expliquer qu'il n'a pas pu voir la diffusion d'un match de rugby ce matin parce qu'il fallait venir à l'école. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, voilà, il n'est pas en super forme. Et puis on travaille ensemble à partir d'images
pour travailler sur des mots, de la lecture de mots plus compliqués. Puis sur une des images, là, il y a un drapeau. Et puis il me dit, mais moi, j'aime pas le drapeau français. Alors bon, là, sur ce jeu, c'était un drapeau français. Hein, c'est un jeu Tam Tam. Je fais pas de publicité pour Tam Tam, mais enfin, voilà, je leur envoie un message, peut-être changer de drapeau. Et en fait, Mustapha me dit qu'il n'aime pas du tout le drapeau français et que lui, il vient du Sénégal, qu'il parle wolof et puis aussi qu'il parle italien parce que après, ensuite, j'apprends que jusqu'à l'âge de 3 ans, il a habité en Italie avec ses parents. Et donc, je m'intéresse. Alors les autres échanges, bah oui, moi aussi. Bah moi, par exemple, j'ai des origines coréennes, et puis l'autre, d'autres origines. Donc, en fait, les enfants, partagent un terrain, des cultures, une langue différente. Bon, alors on met ça de côté. Et puis, quelques séances plus tard, je reviens sur cette question. Et je leur dis, mais moi, j'aimerais bien savoir dire bonjour, en fait, dans plusieurs langues. Ah bon Et alors, la première chose, le premier mot qui vient très souvent chez les enfants, et ça, ça dit beaucoup de choses aussi de comment on considère peut-être les autres langues dans notre société. Les enfants me disent, ah, moi, je sais. Hello. Ah, d'accord. Et sinon, hello. Oui. Alors, bon. Et donc, on voit bien que l'anglais, là, notamment, prend une place. Je mets ça de côté. Ici, si j'oublie, vous me redirez ce que j'ai mis de côté. C'était anglais, d'accord ? Je compte sur vous. Et donc, on commence à discuter. Et puis là, j'apprends, je découvre que finalement, Mustapha est un expert en langue. Il est vraiment un expert en langue. Il est capable de me donner des mots en wolof, des mots en arabe, des mots en italien. Et qu'en fait... quant au moment où il dit qu'effectivement lui il apprend aussi l'arabe notamment, une autre élève me dit qu'elle aussi, ils prennent des cours et ils m'écrivent, je leur dis mais moi j'aimerais bien savoir comment ça s'écrit parce que je ne sais pas du tout comment ça s'écrit. Ils commencent à m'écrire l'alphabet, le prononcent, j'essaie de répéter donc ça les fait beaucoup rire parce que le je ne l'ai pas du tout hein, on dirait un accent, enfin, je ne sais pas quel accent, mais en tout cas loin de celui-ci. Je vois des élèves qui n'ont pas du tout d'autres langues, donc ils ont 7 ans ces enfants, hein, qui peuvent répéter justement ces sonorités avec excellence. Et ils peuvent voir que moi je suis bien en peine avec aussi cette prononciation. Voilà, j'apprends que du coup, le Tchéboujen, et je pense que je le dis très mal, pardon, si il y a des pratiquants du Wolof ici. Le Djeboujen est donc un plat, un riz au poisson. Et d'ailleurs, dans Djeb, c'est riz, et Djen, c'est poisson. Et donc, on se rend compte que finalement, si on s'intéresse, on a des appuis sérieux pour travailler aussi sur la langue française, sur comment elle fonctionne, avec des histoires de préfixes, suffixes qui parfois peuvent être un peu barbantes, hein, ces histoires, quand on travaille sur ces questions-là. Et là, on a la matière, en fait. Alors, en dehors de la matière, on a aussi le fait que, Mustapha, quand on a commencé à parler de toutes ces langues, eh bien Mustapha, il n'est plus revenu comme ça, là, de ça va pas. En fait, ça y est, il y avait une prise en compte de ce qu'il est, de ce qu'il est dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un élève dans une école française, il est un enfant avec tout ce qui fait qu'il est lui, en fait. Et donc, on voit que c'est important de tenir compte de son histoire et de sa culture, de ses cultures. Je fais un autre petit saut. J'ai Annabelle. Annabelle, c'est l'enseignante d'Amir. Pardon, excusez-moi. Amir, il a de grosses difficultés dans l'apprentissage du français, aussi bien pour écrire, lire, parler, comprendre. C'est vraiment très, très, très compliqué pour Amir. La maîtresse me fait une demande, nous fait une demande d'intervention.
Et puis je demande, est-ce que tu sais quelle langue on parle à la maison, parce que bon, là, vraisemblablement, on voit très bien que sa langue première n'est pas le français. Et elle me dit, apparemment, la maman parle rome, et il répondrait en français. Apparemment, mais bon, je ne sais pas trop, hein, parce que là... Et puis, la famille, elle n'a pas l'air très branchée école. Je vois Léo qui se déplace, j'espère que ce n'est pas les 5 minutes qui me restent. J'ai oublié de déclencher mon... Ouf. Et il y a la question de... est-ce que on sait... est-ce que... comment dire cet enfant, là, donc voilà, parlerait, en tout cas entendrait parler rome, on n'en sait pas plus. Et quand je rencontre Amir en classe, enfin, dans le groupe que j'ai, où on se dit aussi la même chose, qu'on aimerait bien dire bonjour dans plusieurs langues, et effectivement, c'est encore le hello là, que j'ai mis là qui revient. Donc d'autres finissent par comment dire, donner d'autres traductions dans d'autres langues. Et quand je demande à Amir, il me dit je sais pas. Alors, je reformule, mais maman, papa, quand ils te disent bonjour le matin, puisque vraisemblablement les parents parlent en rome, je sais pas. Et on voit que pour Amir, c'est très 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 compliqué de pouvoir parler de sa langue. Et en même temps, il est dans une, alors peut-être pas une incapacité, mais dans de grandes difficultés à investir la langue de scolarisation, la langue de l'école. Donc là, il va nous rester tout un travail de lien à faire avec la famille pour essayer un peu de détricoter, de comprendre la situation d'Amir pour pouvoir l'aider. J'ai mis quelque chose ici, c'était l'anglais. Je n'oublie pas. Je vais vous parler aussi de... Je voulais vous parler de Gwenaëlle, c'est l'enseignante d'Eddie. Et en fait, Eddie, c'est pareil, c'est cette semaine. Hein. Cette semaine, l'enseignante m'interpelle et me dit oui, alors là, Eddie, ça va pas du tout. Eddie est en CM1, oui, en CM1. Et elle me dit j'ai vu la maman, ça va pas du tout. La maman me dit qu'il aurait dû être maintenu. Redoublé, on appelle ça maintien maintenant. Et puis, elle tient un discours restitué de la maman. Et elle me dit, mais ça va pas du tout. La maman, elle sait même pas quel cahier il faut pour lire, là, pour le travail à faire. Et je réfléchis et je lui dis, mais est-ce que tu sais si les parents savent lire? Et là, il y a un temps d'arrêt. Et effectivement, on est avec une famille de la communauté du voyage, sédentarisée, et c'est une vraie question importante dans le lien avec les enfants, avec la famille. Est-ce que les parents sont en mesure de pouvoir lire les informations que l'école communique par écrit? Et la question n'est pas forcément « oui, la famille sait lire ». Et on voit bien aussi que voilà... Notre petit Eddie, voilà, l'école, lui, c'est pas forcément ce qui le met le plus en joie. Et on voit aussi que dans la culture de cette famille, les priorités seront d'apprendre à lire, écrire, compter. Et lui, Eddie, ce qui le passionne le plus le reste du temps, c'est d'aller emmener la ferraille avec son papa. Et ça, nous n'avons pas à le juger. Et on voit bien que si on n'est pas dans une compréhension et dans une marche, hein, comme ça a été signalé tout à l'heure, dans une rencontre, on doit faire chacun un pas. C'est-à-dire que l'école a besoin de faire ce pas pour comprendre d'où vient la famille, d'où vient cet enfant. Et il va nous falloir aussi permettre à la famille de venir voir, de venir aussi partager ce qu'elle a à nous offrir pour mieux comprendre et mieux accompagner l'enfant. Je vais faire un lien avec une autre école, un exemple d'une école. Le directeur, qui est quelqu'un qui est très intéressé aux différentes cultures dans le monde, à titre personnel, forcément, c'est très utile pour aussi le lien avec les familles, accueille un matin un papa gitan. Et ce papa lui dit je voudrais inscrire mes 3 enfants là, est-ce que tu as de la place? Alors le tutoiement ne pose aucun problème, c'est les codes aussi. Donc une fois qu'on a connaissance de ces codes, on n'est pas offusqué du tutoiement du papa. Et donc le directeur dit oui, tout dépend, dis-moi. Donc il s'ajuste,
le directeur aussi, dis-moi quel âge ont tes enfants, puis on verra si on peut, s'il y a encore de la place dans les classes. Et donc le directeur vérifie, bah ok, c'est bon, bah donc voilà, on inscrit tes enfants. Ah bon, mais tu veux bien inscrire mes enfants? Bah oui, pourquoi? Bah en général, on n'est pas très bien vus, on n'est pas très bien accueillis. Bon bah non, là, les enfants, ils ont le droit d'aller à l'école, donc voilà. Donc les enfants sont inscrits à l'école le lendemain matin. Les enfants viennent à l'école, tout se passe bien. Et à la récréation, les collègues interpellent le directeur en disant « Mais non, mais là, ça ne va pas du tout. Là, on a, je ne sais pas, 15 personnes là, qui sont au grillage. Là, il faut que tu ailles voir tout de suite. » Et effectivement, il y a bien 15 personnes qui sont en train de regarder pour ce qui se passe dans la cour. Et donc, le directeur va les voir et demande à discuter avec le chef de famille. Parce que c'est le chef de famille. Hein, c'est comme ça, c'est le code. Et donc, il demande à discuter avec le chef de famille. Donc, le chef de famille arrive et lui dit, donc le directeur lui dit, là, c'est pas possible, tu peux pas venir comme ça, vous pouvez pas arriver à 15, là, c'est pas possible. Les enfants de la cour, là, ils se demandent ce qui se passe. Tu vois, ils ont un petit peu peur. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je veux vérifier que tout se passe bien ici. Ne t'inquiète pas, je t'ai dit que je prenais tes enfants, je prends tes enfants et ils sont en sécurité. Bon, d'accord, je te dérange pas et tout va bien. Quelques jours plus tard, la classe d'une des enfants, de la petite fille, va à la piscine. Et le papa dit au directeur, alors, demain, tu as prévu qu'ils aillent à la piscine, du coup, je vais la garder. Non, pourquoi tu veux la garder? Parce que c'est la piscine, donc on va aller plus loin, il va falloir se déplacer, prendre un véhicule. Non, t'inquiète pas, je le garde avec moi. Le directeur lui dit, non, ça fait partie des apprentissages, c'est important la piscine. Quel est le problème? Est-ce que tu as peur? Donc effectivement, c'est ça qui se passe. Le directeur lui dit, tu sais quoi? Je vais emmener tes enfants. Je serai là, moi, dans le bus. Ah, tu seras là, toi? Oui, je serai là. Alors, ok. Bon, ce n'est pas une caricature, hein, c'est vraiment une vraie histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? C'est que si on ne fait pas le chemin pour arriver à comprendre la culture, mais la culture au sens large, c'est-à-dire la culture de la famille, la culture du pays d'origine, eh bien, on se retrouve face à une impasse. Et là, le papa, il a fini par lâcher un peu tous les verrous parce qu'on a fait ce pas, parce que quelqu'un de l'école a fait ce pas. Je ne regarde pas Léo, donc je peux continuer. Je parlais d'ici, là. Ce que j'ai posé ici, c'était l'anglais. L'anglais, parce qu'on voit bien que l'anglais, entre autres, les langues qu'on rencontre dans les écoles, ce sont des langues qui sont complètement assumées, mais d'apprendre d'autres langues comme l'arabe ou le turc, eh bien, ça peut être vu différemment. Alors qu'en fait, s'il y a des parents ici qui ont une langue maternelle qu'ils ne communiquent pas à leurs enfants, je vous en supplie, communiquez votre langue à vos enfants, au même titre qu'on apprend l'anglais à l'école. C'est-à-dire que prenez des cours, donnez à vos enfants des cours d'arabe, des cours de turc, et plein d'autres, des cours d'albanais, et plein d'autres. Alors, je pense que j'ai encore beaucoup de temps. Bon, entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que nous, les enseignants, alors j'entendais tout à l'heure, j'aurais beaucoup de plaisir à parler à mesdames Pluradis, Poppins, Diem et monsieur Croison. Mais effectivement, il y a la question de la formation des enseignants qui peut se poser, c'est certain. Et mes collègues, parce que quand je raconte ces histoires, il n'y a aucun jugement, parce qu'on est aussi dans une pluralité de situations à accueillir, et ça, c'est compliqué. Surtout quand on n'a pas forcément tous les outils, et qu'il faut se dépêcher, et qu'on en a 25, et qu'effectivement, on a des enfants aussi qui ont besoin de prise en charge, de parcours spécifiques, et que ce n'est pas possible. Mais on est des passeurs de pont. Je pense que c'est ça. On est des passeurs de pont. Et allons d'un endroit à un autre et permettons ça.
ce que je peux inviter aux parents, c'est de parler aussi de leur histoire, parce que parfois, on ne se rend pas compte aussi du parcours migratoire que la famille a vécu. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il y a vraiment, nous on le voit, on a des familles et des enfants qui ont vécu des choses terribles, mais terribles, vraiment. Et si on n'a pas connaissance un peu de ça, effectivement, on a vite fait de juger aussi une famille qui va être très en retrait, qui va rien dire, qui ne va peut-être pas s'intéresser à l'école parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas disponible. Aussi par rapport à cet élève qui se demande où est-ce qu'il va dormir. Donc à ce moment-là, les apprentissages, c'est pas du tout sa priorité. Lui, il veut juste des besoins, qu'on réponde à ses besoins primaires, c'est de dormir et manger, et qu'il ait un peu de sécurité. Donc que les parents n'hésitent pas à pouvoir partager un peu aussi leur histoire, aussi pour que ces enfants soient à l'aise avec leur culture et qu'ils ne soient pas dissociés comme ça a été évoqué tout à l'heure, mais qu'ils soient bien un ensemble. Du côté de l'école, il est essentiel qu'on s'intéresse à la langue des enfants avant que ce soit des élèves, des conditions d'arrivée, donc comme je disais également, et qu'on observe bien le bénéfice de connaître toutes les langues qui sont présentes dans cette classe. Il y a des écoles qui travaillent avec, qui font un système de fleurs des langues, c'est-à-dire que le matin, alors souvent c'est en début d'année, chaque famille est invitée à entrer dans l'école et puis à noter toutes les langues avec laquelle enfin toutes les langues qu'elle côtoie, c'est-à-dire des langues à la fois des langues qu'on parle, ou des langues qu'on comprend seulement, ou des langues qu'on écrit, ou des langues dont on connaît quelques mots. Et en fait, on voit, pour le coup, là, la diversité énorme de toutes ces langues. On a, dans une école, là, prévu une soirée pyjama pour la lecture. Et donc, dans plusieurs classes, des parents de langues différentes viendront lire dans leur langue des albums. Dans cette même école, on a le projet, puisque vraiment on veut travailler sur la relation école-famille, dans cette école, on a le projet de pouvoir traduire des albums de jeunesse très simples dans plusieurs langues, de manière à ce que ces albums soient enregistrés et qu'ensuite ces enregistrements soient à disposition des élèves sur un petit coin écoute avec un petit casque où les indications seraient de tourner la page et qu'ils puissent aussi entendre d'autres sonorités. Et j'entendais tout à l'heure parler de musique, mais c'est vraiment ça. En fait, quand on commence à parler dans une autre langue, les enfants, ils sont complètement ébahis, ils sont émerveillés. Et ça, c'est chouette, quoi. Et dans la compréhension de qui est l'autre, de la tolérance, on est vraiment sur ces valeurs-là, de l'éducation à la différence. Ça, c'est important. Et c'est important de le faire tôt aussi, parce que parfois, quand ces langues sont niées, je pense que les spécialistes pourront le dire, au collège, c'est plus compliqué. Ces ados qui ont perdu contact avec la langue de maternelle. Pardon ? Oui, mais même là, les projets, ce sont aussi des projets sur la maternelle. Et on voit qu'après, on risque aussi de faire des ados mal parce qu'on leur a dit, parce qu'on a dit aux familles, et ça j'ai vu ça sur une demande d'aide, ne parle pas suffisamment le français à la maison. Alors à quel moment on va pouvoir parler la langue maternelle si ce n'est pas la maison ? Parce qu'à l'école, on doit parler la langue de l'école. Dans la cour, on va parler la langue de l'école. Mais non, parlons que les parents puissent parler leur langue à la maison. J'ai vu Léo bouger, mais peut-être qu'il se promène tout simplement. Voilà, tu te détends les jambes. Oui, 3 minutes. Il y a des cafés des parents également. Je voulais aussi signaler que sur les sites officiels du ministère de l'Éducation nationale, on peut aussi avoir des volets explicatifs des codes de l'école qui sont traduits dans plusieurs langues. Donc ça peut être aussi des outils précieux. Il y a les OEPRE. Vous voyez qu'on est très fort justement en acronyme. Et justement, les enseignants, expliquez ce qu'on attend de vous à l'école, ce qu'on attend de vous en tant que parents,
à l'école. J'ai plein de choses que je voulais dire, mais dont on ne me laissera pas le temps. Expliquer, éclaircir le vocabulaire de l'école, sincèrement. Il y a des codes à l'école, hein, on a des codes très précis. Et en fonction aussi de l'histoire de la famille avec l'école, ou aussi en fonction de l'histoire de l'école dans le pays de la famille, on voit bien qu'on est parfois en impossibilité de comprendre les codes de l'école française. Enfin, je parle de l'école française parce que c'est celle où je suis, mais, et on voit bien qu'à un moment donné, on ne comprend pas. On a des familles qui n'osent pas venir à l'école parce que ça ne se fait pas de demander des choses à l'enseignant. L'enseignant sait, il sait, donc on le laisse dire, tout simplement. Et donc parfois on peut interpréter ceci comme un désintérêt de la part de famille, alors que c'est plutôt un immense respect de l'école. Je voudrais juste dire, je ne sais plus où j'ai entendu cette citation, « Je suis responsable de celui que je regarde ». Je me demande si ce n'est pas dans le Petit Prince. Je suis responsable de celui que je regarde. Et comment je vais le regarder, comment je te regarde, eh bien, potentiellement, je vais créer quelque chose chez toi cet enfant. Alors, et pour vous, c'est quoi la réussite? C'est bon? J'ai tenu le timing ou je peux rajouter des pièces? Si, la réussite, c'est de tenir le timing, et on est nickel. Et ah non, il me reste encore 1 minute. 1 minute. 1 minute. Ah bah je peux rajouter plein de choses. Non, mais voilà, l'essentiel, c'est de comprendre que bien parler sa langue maternelle n'est pas du tout un obstacle à l'apprentissage de la langue d'accueil. Et je vois qu'il y a plein de jeunes, et je suis trop contente parce que j'avais cru que vous aviez disparu. Eh bien, je suis contente de vous voir. Alors, je ne sais pas si vous avez des partages, là, tout de suite, en 30 secondes, sur vos langues, si vous avez des langues, d'autres langues que vous parlez. J'adorerais pouvoir partager ça, soit ici, soit en dehors. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vos langues, de la langue de votre famille. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un reportage qui s'appelle « Mauvaise langue » qui est très intéressant sur France 5, et où justement une jeune femme, une comédienne, disait qu'elle avait mis de côté sa langue arabe, aussi parce que le papa disait que c'était important pour réussir, hein, d'investir dans la langue française et de mettre de côté. Sauf qu'elle disait que quand elle arrivait au pays, elle prenait un accent un petit peu... elle prenait des mots français avec un accent un petit peu arabe pour qu'au moins pour que la grand-mère elle puisse être respectée. Sauf qu'elle, il y avait une scission, il y avait une vraie scission dès lors qu'elle retournait au sein de sa famille. Il n'y avait pas cette sensation d'appartenance. Et il faut qu'on crée ça, qu'on crée, nous, toutes les conditions pour que l'enfant soit entier. C'est terminé, merci.